Cependant, un jour, la porte de notre bloc s'est ouverte. Nous avons vu entrer des soldats. C'étaient des soldats anglais qui, à notre insu, venaient de libérer le camp de Bergen-Belsen le 15 avril 1945. Je revois encore l'effroi dans les yeux de ces soldats. Ils ont fait quelques pas en arrière, n'en croyant pas leurs yeux, de voir tous ces pauvres êtres affalés sur le sol, vivants et morts et malades. Ils étaient perdus, ne savaient que faire. Un peu plus tard, lorsqu'ils ont repris leurs esprits, ils ont commencé par distribuer de la nourriture. Je revois encore les grands pains de campagne ronds, des tubes de lait concentré sucré, des boîtes de cornets de bif. Mais nous, les enfants, à force de privation, nous n'avions même plus tellement faim. Et ces pains nous servaient d'oreillers. Nous n'avions aucune literie. Nous prenions donc ces pains comme oreillers. Mais d'autres déportés, affamés par ces mois de famine, se sont précipités sur la nourriture, ont tout avalé d'un bloc. Et les statistiques le disaient bien, au moment de la libération des camps de concentration, il y a eu encore des milliers de morts dans les camps. Parce que lorsqu'on reste aussi longtemps sans manger, il faut tout doucement réapprendre une bouchée de plus chaque jour. Ceux qui gloutonnement ont tout avalé d'un bloc, ont payé de leur vie, sont morts dans les heures qui suivirent. Et je dis toujours aux élèves, nous, c'est ce qui nous a sauvés de ne pouvoir manger. Ensuite, les Anglais se sont occupés des malades. Certes, il y avait fort à faire, tout le monde était plus ou moins malade, mais d'abord les cas les plus graves. Je vous disais qu'à Bergen-Belsen, il y avait une épidémie de typhus. Le typhus était une grave maladie qui pouvait se présenter sous 3 formes différentes. Il y avait d'abord le flecktyphus. Les déportés étaient remplis entièrement de boutons sanguinolents, pleins de pus, c'était répugnant. Mais heureusement, parfois, certains s'en tiraient. En second lieu, il y avait le Bauchtyphus. Bauch signifie ventre. Les déportés atteints du Bauchtyphus n'avaient même plus la force de se lever pour aller faire leurs besoins à l'extérieur, faisaient sous zèle, ce qui explique, comme je vous le disais, cette puanteur dans tous les camps. La 3e forme de maladie est le Kopftyphus. Je vous disais au début, Kopf signifie tête. Les malades atteints du Kopftyphus étaient pitoyables, gisaient sur le sol, ne savaient plus qui ils étaient, où ils étaient. C'était un très triste spectacle. Mais c'est là que nous constations que maman avait contracté le Kopftyphus, ce qui expliquait son comportement étrange. Elle fut emmenée au Révire, et pour nous, les 3 enfants sans maman, nous étions perdus. Rien n'avait grande importance. Cependant, les Anglais commencèrent le grand travail de rapatriement de ces déportés. Ce n'était pas chose aisée. Il y avait tant de nationalités différentes. L'on nous plaça par nationalité. Bien entendu, nous étions dans le groupe des Français. Et un jour, le grand jour est arrivé. Nous pouvions enfin quitter Bergen-Belsen. Mais auparavant, toute cette nourriture que l'on pouvait avaler, mais qui avait tant d'importance à nos yeux. Avec mon frère Robert, nous avions trouvé de vieilles hardes, de vieux chiffons,
y avions entassé la nourriture, confectionné un ballot. Le jour du départ, Robert prenait son ballot de nourriture sur l'épaule. Quant à moi, je devais porter mon petit frère André. Il était dans un état épouvantable. La tête, le ventre gonflé à l'extrême, les membres, bras et jambes grêles ne le portaient plus, il ne savait plus marcher. Je devais le porter. Mais nous-mêmes, Robert et moi, étions dans un tel état de faiblesse, de maladie, qu'au bout de quelques centaines de mètres, la mort dans l'âme, il nous a bien fallu abandonner cette nourriture à laquelle l'on tenait tant, afin de porter tous deux le petit frère. L'un l'avait pris sous les bras, l'autre par les pieds. Et tant bien que mal, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait à nouveau des wagons à bestiaux, parce que c'est en wagon à bestiaux que nous sommes rentrés en France. C'était plus qu'on en pouvait supporter. Le voyage du retour a duré longuement, les voies ferrées étant souvent bombardées. Et chaque soir, nous nous arrêtions dans des camps désaffectés pour manger un peu, pour nous reposer. Nous reprenions la route le lendemain matin. Un jour, nous sommes arrivés dans une gare où il y avait grande effervescence. Nous étions arrivés dans la gare de Bruxelles, en Belgique. Les familles au courant étaient venues nombreuses nous attendre. Il y avait d'énormes tréteaux chargés de victuailles, la musique à tue-tête, tout le monde était heureux. Nous trois, pas tellement dans notre coin, nous nous sentions très seuls. Puis le train a repris sa route et est arrivé à Paris, où nous attendaient des camions qui nous ont menés à l'hôtel Lutetia. L'hôtel Lutetia, avant-guerre, était un hôtel luxueux. Il existe encore. Mais pendant la guerre, Lutetia a été réquisitionné par les nazis. Et après la guerre, la plupart des déportés sont passés par l'hôtel Lutetia. Je revois encore notre arrivée ce jour-là. Les familles, nombreuses au courant de notre arrivée, étaient venues avec la photo agrandie de leurs déportés qu'ils nous montraient, les noms des déportés écrits en grand, pour voir si nous les connaissions. Et lorsque ces familles retrouvaient leurs déportés, c'étaient des scènes si touchantes. Ils s'embrassaient, pleuraient, riaient à la fois. Puis, bien entendu, ces familles emmenaient leurs déportés chez elles. À la fin du jour, il n'y avait plus grand monde à l'hôtel Lutetia. Mais nous, personne n'était venu nous chercher. Nous n'avions personne. Et je dis toujours aux élèves, ce jour-là, bien sûr que nous étions contents d'être libres et d'être en France. Mais en même temps, nous étions si tristes. Maman, nous l'avions quittée dans un état désespéré. On se demandait si elle vivait encore. De papa, nous n'avions pas de nouvelles. Et nous nous disions, si c'est pour rester orphelin, ça ne vaut pas le coup de vivre. Une assistante sociale a eu pitié de nous, a demandé à son frère, qui était chirurgien dentiste, si, avec son épouse, il pouvait nous accueillir tous trois quelque temps. Ce qu'ils firent avec grand cœur. Nous étions bien dans cette famille chaleureuse, aimante. Cependant, nos parents nous manquaient, bien entendu. Un jour, j'ai eu comme un trait de lumière. Je me suis dit, mais bon sang, comment ai-je pu oublier? Mais j'ai de la famille. J'ai un oncle, j'ai une tante qui habite dans les Deux-Sèvres. J'en ai parlé au dentiste qui a fait des recherches, a retrouvé leur adresse.
Ma tante un jour est arrivée à Paris, venant nous chercher. Elle était bien maigre, la pauvre femme, mais si heureuse de nous retrouver. Et nous, donc, nous avions enfin une famille. Elle souhaitait nous emmener chez elle. Nous avons donc pris le train, sommes arrivés dans la gare des Deux-Sèvres. Il y avait foule, les familles, les photographes, la radio. Ah, ce que nous étions à l'honneur ce jour-là! Mais vous vous rendez compte, c'était un spectacle peu commun. 3 petits enfants qui rentrent tout seuls des camps de concentration, sans père ni mère. Nous étions vraiment très à l'honneur. Cependant, nos santé ne nous permettait pas de rester dans la famille. Il fallait nous soigner. Et la Croix-Rouge française nous a placés dans un préventorium à Hendaye. Un préventorium, c'est comme une maison de convalescence. Nous y étions bien, forcément. L'on nous donnait à manger à notre faim, l'on nous soignait. Mais nous nous sentions toujours très seuls. Un jour, la porte de notre chambre s'est ouverte. Vous ne devineriez jamais qui est entré. Eh bien, c'était maman qu'on n'espérait plus, qui était là devant nos yeux, d'une maigreur terrifiante. Elle ne pesait même plus 27 kilos, mais elle était là. La vie reprenait un sens pour nous. Nous sommes restés encore quelque temps dans ce préventorium, achevant de nous soigner, de nous donner des forces. Mais on ne pouvait y rester indéfiniment. Il fallait bien songer à rentrer à la maison. Nous sommes revenus dans le Nord, avons retrouvé la maison. Mais dans quel état? Il n'y avait plus rien chez nous. Tout avait été pillé, 100%. Même le papier de tapisserie était déchiré des murs. Nous nous sommes dit, c'est bien beau, nous voilà enfin à la maison, mais comment va-t-on faire pour vivre? Nous n'avons absolument rien. Les voisins ont été exceptionnels. Ils n'étaient pas bien riches, savez-vous. Chacun amenait ce qu'il pouvait, dans la mesure de ses moyens. L'un amenait un grand matelas, un autre une table, des chaises, de la vaisselle, de la nourriture. Tout était hétéroclite chez nous, mais offert avec tant de cœur que cela a réchauffé le nôtre. Au bout de quelque temps, nous nous sommes dit, maintenant, vraisemblablement, papa ne va pas tarder à rentrer. Nous essaierons de reprendre notre vie d'avant-guerre. Malheureusement, un peu plus tard, nous avons appris par d'autres déportés qu'après notre séparation, après Malines, maman, les 3 enfants avons été menés à Ravensbrück, puis Bergen-Belsen. Papa, lui, a été emmené dans le grand camp pour Rome, toujours en Allemagne. Ce camp s'appelle Buchenwald. Buchenwald était un camp réputé très dur. Les hommes travaillaient péniblement, crevés de faim. Et cependant, papa avait tenu le coup jusqu'au bout. Et ce n'est que 2-3 jours avant la libération de Buchenwald par les Américains que les nazis rassemblèrent un groupe de juifs dont faisait partie papa. Ce groupe a été emmené hors du camp et tout le groupe a été mitraillé. C'est là que nous nous sommes rendus compte que plus jamais nous ne reverrions papa. C'était dur pour nous les enfants, nous devenions orphelins. C'était dur également pour maman qui se retrouvait veuve avec 3 petits-enfants à élever, tous de santé précaire.